Si on continue d'entreprendre comme ça, on fonce droit dans le mur. Les modèles économiques sur lesquels nos entreprises se basent sont conçus pour extraire et exploiter des ressources pour générer du profit. Mais avec la crise écologique, ces ressources, elles s'épuisent. Heureusement, il y a une toute nouvelle génération d'entreprises qui change la donne. Les entreprises régénératives. Elles ne réduisent pas juste leur impact, non, elles reconstruisent, elles restaurent tous les écosystèmes dont l'humanité dépend. Et pour comprendre comment ça marche et si c'est viable, j'ai demandé à Angela Di Lela, une coach indépendante, membre de la Convention des entreprises pour le climat et de la Climate Coaching Alliance, au sein desquelles elle accompagne les dirigeants des plus grandes entreprises françaises à changer leur modèle économique pour ne pas seulement être durable, mais être régénératif. Alors comment on fait ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Et surtout comment toi, freelance, tu peux t'en inspirer pour ton propre business ? C'est tout ça qu'on découvre aujourd'hui dans Young, Wild and Freelance. Bonne écoute. Angela, pour commencer notre conversation, plutôt que de poser une question, j'avais envie de te donner une photo et de te faire réagir sur cette photo. Ok. Ah. C'est une photo de toi. Oui, c'est une photo de moi. J'avais la même chemise. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas remarqué. C'est ma chemise préférée. Tu la portes tous les jours ? C'est ça. Je la lave pas, je la porte tous les jours et tout ça. C'est une photo qui était prise en juin 2023 à l'Université. Donc l'Université, c'est la rencontre annuelle des shifters qui est ouverte à tout le monde. Donc c'est un événement je dis car je suis très active au sein de l'association des shifters, les shifters. On va dire ça, car c'est pas en anglais, c'est en français. Et c'est un événement qu'on ouvre aux shifters et à plein d'autres personnes qui viennent. Et ça, l'année dernière, c'était à Nantes. Cette année, ça va être à Lille. Et sur cette photo, j'ai l'air grave et j'ai un chiffre mis sur ma poitrine. Je sais pas, il y a l'émotion qui monte là. Ce chiffre, c'est les ppm, c'est-à-dire les parts par million de CO2 qui étaient présentes dans l'atmosphère l'année où j'ai signé. Donc, il y en a 333. C'est un joli chiffre aussi. C'est vrai, ça fait... ça a de la gueule, voilà. Et c'était en fin 77. Et donc, il y avait 333 ppm dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a 420. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les ppm, c'est la mesure dont je disais, on mesure combien de CO2 il y a dans l'atmosphère. Donc ça dénote le fait qu'il y a de plus en plus de gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère et que, en fait, par rapport à dans les dernières 50 ans, depuis qu'on a commencé énormément à utiliser les fossiles et tout, la montée est exponentielle, en fait. Et là, ça fait partie un des indicateurs de la grande accélération qu'on a en ce moment par rapport à la quantité de CO2, donc à le réchauffement climatique et le changement climatique, à la crise climatique, et qui a énormément de conséquences aussi sur le vivant. Et si on met ça ensemble, il y a tout qui va avec l'approvisionnement en ressources et tout plein de choses qui accélèrent. Donc, par exemple, une chose qui n'a pas à voir avec le CO2, mais si on continue comme ça, dans moins que 20 ans, on n'a plus de cuivre. Fini. C'est fini le cuivre. Et des ressources non renouvelables comme le sable, ce qui est très très important, et sont aussi, on n'en aura plus en fait. Et en fait, c'est un photographe qui a un super projet. Elle prend en photo les personnes avec le chiffre de nombre de ppm, donc la quantité de CO2 qui était présente dans l'atmosphère de leur année. Elle leur propose de prendre une posture
quelque chose qui représente ça. Et moi, je me suis, quand elle m'a demandé ça, il y a vraiment quelque chose qui est, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Il y a un constat. C'est vraiment ça. L'état d'esprit, c'est quelque chose un constat de quelque chose qui est en évolution et dont on est, nous, l'espèce humaine, on a toute la, comment dire, c'est notre faute, responsabilité. C'est par le fait de ce qu'on a fait qu'on est là, en fait. Oui. La Terre a déjà eu d'autres moments où l'atmosphère elle était pleine de CO2, et où il était, par différentes raisons, par le fait qu'il y a eu des moments où il y avait des batteries qui rejetaient, qui faisaient ça, d'autres moments il y a eu des grosses explosions volcaniques et tout. Mais ça s'est fait sur des milliers, des millions d'années, en fait. Là, dans l'espace de 50 ans, en fait, si tu mets ça sur une courbe, je sais pas, probablement, tu as déjà vu des graphes de ce qu'on appelle la grande accélération. Il y a tous ces graphes tout des trucs exponentiels et tout ça. Ouais. Et voilà, ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Donc, moi, face à ce constat, qu'est-ce que je fais? Et moi, avec ma chemise et tout ça, qu'est-ce que je fais? Et je me mets en action. J'ai l'impression que tu fais partie des personnes pour qui cette question de le rôle de l'humanité et comment on prend soin de cet écosystème qui nous accueille de la planète, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été dans ta vie professionnelle. Tu as commencé en tant que chercheuse dans la transition énergétique et on sait quel point notre utilisation des différentes énergies à notre disposition, c'est un rôle énorme dans ça. C'est ça. Je parlais des énergies fossiles tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus ça que tu fais, mais ça a toujours été présent dans ta vie professionnelle et je suis curieux de qu'est-ce qu'on doit comprendre de toi qui fait que ça, c'est la réalité. Comment ça se fait que Angela s'est investie là-dedans dès le début? Alors, moi, je suis née dans les Pouilles, en Italie, dans le sud d'Italie, et j'ai eu la chance d'avoir un rapport au vivant, à la nature, très riche depuis toute petite. Donc, il y a quelque chose qui a du lien avec l'émerveillement, la beauté, qui était présent depuis toute petite. J'ai des souvenirs de rester pas mal de temps à regarder un centimètre carré où il y avait tout qui grouillait, plein d'insectes, plein des bribes d'herbe, des trucs comme ça. C'était quelque chose qui m'a toujours émerveillée. Et donc, il y a cette sensibilité qui est là. Et un jour, mon père, il m'a offert aussi un livre qui parlait c'était un livre pour ados, enfants et tout ça, qui parlait de la pollution, en fait. Et c'était comme un petit voyage d'un héros qui allait dans ce pays imaginaire et il allait vaincre des différents personnages. Il y avait le dragon du smog, là, voilà, et d'autres choses comme ça. Et moi, ça m'a fascinée, en fait. Ça m'a mis en conscience par rapport c'était les années 80. Il y avait même pas il y avait pas une conscience écologique forte. Mais ce livre a commencé à m'éveiller un peu par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y avait des perturbateurs, qu'il y avait des perturbations, il y avait de la pollution et tout. Et après, j'ai découvert que on allait avec l'école je la fais très longue là, mais voilà. C'est parfait, t'en fais pas. On allait avec l'école visiter une ferme photovoltaïque. C'était à l'époque, c'était la plus grande d'Europe. Elle était à 30 km de chez moi, en fait. Et chez moi, ça a vraiment... J'étais émerveillée par ça aussi. Dire, waouh, il y a une autre façon de produire l'énergie. Ça vient du soleil. Ok, à l'époque, on faisait des panneaux photovoltaïques qui n'étaient pas... Voilà, c'était ok, cool. Et je me suis dit, waouh, c'est cool d'étudier ça, travailler sur ça. Voilà. À l'époque, c'était
c'est resté juste aussi encore cet émerveillement par le fait de pouvoir transformer comme les plantes l'énergie. Et après, j'ai fait des études et tout ça. Et une chose qui m'a toujours attirée, c'était les trucs complexes. Et je dis ça aussi. Dans le moment, c'était pas si évident, mais en regardant derrière, en regardant aussi aujourd'hui ce qui m'attire, c'est aussi une compréhension de comment les choses marchent, mais à différents niveaux en fait. Et j'avais des intérêts dans beaucoup de choses, et finalement je me suis orientée sur les sciences, et c'était un super truc. Donc j'ai fait des études de chimie physique théorique. Le genre d'études que peu de gens osent faire, je crois. Et moi, c'était vraiment, voilà, c'est presque, je sais pas si c'est un défi, mais c'est vraiment une appétence. Pour les choses qui sont complexes et qui semblent difficiles. Et il y a presque chez moi quelque chose de dire, ok, ça te paraît difficile, ok, je vais essayer d'être là pour être aussi contribuer au fait que cette chose complexe devienne plus simple. Exactement. Voilà. Ouais, vulgariser un peu. Ouais, ça me plaît ça. Et donc j'ai fait ça, et à la fin des études, je suis arrivée en France car je suis venue rencontrer mon copain de l'époque. Il était là, ici, en train de faire un postdoc. Et je suis allée... on s'est dit, ok, je peux chercher un stage et tout ça. Et en fait, à la fin d'un stage, à la place d'un stage, on m'a proposé de faire une thèse. Et donc, du jour au lendemain, j'ai dit, papa, maman... j'ai dit à mes parents que j'allais partir ici pour 3 ans. Et c'était pas le plus facile pour eux. C'est-à-dire que j'étais déjà j'étais à Rome pour mes études et tout ça. Mais c'est parti pour une aventure. Et après, les choses se sont enchaînées. Entre-temps, il y a eu des accidents de vie qui ont fait des choses, qui ont fait des trucs qui... il y a eu des transformations personnelles par rapport à ça. Et je me suis retrouvée à travailler pour la transition énergétique. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur le captage de CO2, stockage de CO2, les biocarburants, la géothermie, en travaillant dans un institut de l'État qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle. IFP, c'est pour un acronyme, mais ça voulait... En fait, c'est l'ancien Institut français du pétrole. Okay. Donc, comme le CEA, il s'occupe de l'énergie atomique, il y a cet institut de l'État qui s'occupe des énergies fossiles. Okay. Et moi, j'étais dans le département de thermodynamique et en train de programmer, à faire des algos et en interaction avec plein de métiers différents. Car comme je faisais ce que moi j'appelle la chimie clavier, donc la chimie avec mon clavier, tu vois. Je faisais des modélisations avec l'ordinateur. Okay. Et ça servait un peu partout, en fait. Et donc, la beauté aussi, c'était de pouvoir être au service et pouvoir aller regarder comment les molécules se parlaient entre elles pour pouvoir servir à des projets qui avaient de l'impact. Je me suis sentie utile. Il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu mentionnes de ton parcours qui, je pense, naturellement fait venir à ça, c'est la relation avec le vivant. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes n'ont pas ou plus accès dans leur enfance, notamment quand on vit à la ville où tout est contrôlé et on n'a pas vraiment ce lien avec le vivant. Et donc j'entends que c'est ça l'appel d'air qui fait que tu as ensuite envie d'aller t'intéresser à qu'est-ce qui se passe derrière tous nos systèmes humains qui ont un impact là-dessus. Tu as parlé de découvrir le photovoltaïque. Je me souviens pas le moment où j'ai découvert qu'on pouvait produire de l'énergie avec le soleil. Je pense que j'étais beaucoup plus âgé que toi, tu vois. Et je me dis, un des enjeux sur ce qui se passe au niveau de la crise climatique, c'est l'accès au savoir et la compréhension de tout ce qui se passe en amont des choses dont on a l'habitude. Et sur l'énergie, par exemple, c'est un endroit où je vois que c'est très présent. C'est quand j'appuie sur mon interrupteur pour allumer la lumière, je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Et je suis curieux, du coup, de toi, avec ton expérience de recherche, d'avoir baigné dans les environnements où il y a des professionnels de tout secteur qui se posent des questions sur la gestion de l'énergie qui nourrit nos systèmes de société.
Qu'est-ce que tu as appris dans ce contexte que la plupart des gens ne savent pas sur l'énergie? Ouais, comment je pourrais dire ça? Que, en fait, c'est pas du tout neutre. Je sais pas comment on peut dire ça, de produire l'énergie, en fait. Que forcément, quand tu produis de l'énergie, il y a des pertes. Il te faut beaucoup de ressources pour produire les énergies, quoi que ce soit, les énergies que tu dois produire. Et qu'aujourd'hui, on est habitué aussi à des niveaux d'énergie qui sont exceptionnels et qu'on ne pourra pas maintenir. Pas à cette vitesse-là. Et qu'en fait, une chose que j'ai appris aussi, c'est que on a tout fait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire en pensant que les ressources qui allaient nous donner l'énergie allaient être infinies. Alors qu'on est sur un monde fini. La Terre, c'est la Terre. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Il y a des frontières, il y a des limites. On peut pas épuiser à l'infini, en fait. On n'aura pas, je disais ça tout à l'heure, on n'aura pas du cuivre à l'infini. Alors que le cuivre est hyper important dans le mix énergétique. Exactement. C'est hyper important. En fait, c'est tous les câbles, là, je ne sais pas si c'est le cuivre, mais tous les câbles qui nous ramènent l'électricité. Même si on passait à 100% électrique et tout ça, on n'avait plus d'énergie fossile, il faut porter l'électricité. Et ça, c'est le cuivre aujourd'hui qui fait ça. Et après, c'est utilisé dans plein d'autres endroits. Et aujourd'hui, en fait, même si on le recycle, il y a toute une latence avant qu'il puisse être recyclé, car les câbles, ils sont dans le réseau, en fait. Et donc, il faut les rapatrier à un lieu, les recycler à cet endroit. J'imagine qu'il y a des pertes dans le recyclage. Il y a des pertes. Il y a aussi un temps, en fait, il reste 30 ans. Ça dure quand même assez longtemps. Donc, le renouvellement, il est difficile, en fait. Ça, au niveau de... Et en fait, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. Je sais pas, tu as probablement entendu parler du rapport Meadows, qui date de 72, qui est fait par des chercheurs de l'MIT. C'est Donella Meadows et c'est son mari et plein d'autres chercheurs qui ont sont posés des questions par rapport à la croissance, à la production d'énergie sous la Terre, voilà, dans notre... Et donc, ils ont commencé à faire des calculs, des modèles qui allaient prédire comment ça allait évoluer si on continuait avec ce train... Le même modèle, quoi. Avec le même modèle. Et on voit que c'est clair que la croissance infinie, elle n'est pas possible. C'est physiquement pas possible sur un monde fini. Et que donc, on voit très bien qu'il y a un pic, et après, il y a autour de 2030, il voit quand même une descente par rapport à plein d'indicateurs, par rapport aussi à la population, elle monte. Donc, on a besoin de plus de ressources, mais on en a moins de ressources. Les ressources, elles sont finies, en fait. Donc, ce que j'ai appris, c'est que on a tout lancé et il y a beaucoup de secteurs où on est encore aveugle par rapport au fait que l'énergie, elle n'est pas finie, quoi que ce soit la source avec laquelle on la produit. Et que, en fait, c'est pas la réalité. C'est un gros... c'est un leurre, en fait, de penser ça. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que les prémices sur lesquelles se basent beaucoup de nos comportements et de nos manières d'organiser nos sociétés se basent sur cette idée que on peut extraire des ressources à l'infini. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que derrière toute forme d'énergie, si on tire le trait, on revient à un moment donné à des ressources matérielles présentes dans la planète qu'on prélève. Et en fait, il y a une limite à ça. Et que du coup, il y a beaucoup de nos modes de fonctionnement qui sont basés sur... En fait, ça va tout le temps durer, alors que ce n'est pas la réalité. Et on a des œillères sur ça.
Oui, on a des œillères sur ça. Merci, la reformulation, elle est très synthétique, super. Oui, c'est exactement ça. On a des œillères sur ça. Et une autre chose que j'ai vue aussi est qu'on travaille en silo. C'est une des raisons une des raisons pour laquelle j'ai décidé aussi de quitter ce monde. Ouais. Et aller mobiliser aussi d'autres parties de moi sur des choses qui étaient plus systémiques, sur une vision plus à hauteur, tout en sachant que c'est l'apprivoisement des systèmes complexes est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui restent. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas comment... en fait, ce qui s'est passé au niveau de la société, c'est que, et aussi culturel, c'est qu'il y a eu la révolution scientifique, qui était méga importante, en fait. On est aujourd'hui là, on peut se parler avec ces micros, on a tous les deux un Mac et tout ça, un laptop et tout ça, il y a ces lumières et tout ça, on a le plastique et tout, car il y a eu la révolution scientifique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à dire, ah ouais, il y a ce truc énorme, ok, on va regarder de plus en petit, après on va regarder de plus en petit. Donc on a un peu simplifié les problèmes. On a découpé les problèmes. Et ça nous a permis de gagner en expertise. On est devenu méga expert sur des micro-choses. Donc, moi, j'ai fait une thèse de doctorat. Pendant 3 ans, tout bosse sur un truc qui est tout petit. Ouais. Qui, quand même, ça fait avancer le truc total. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose de très... par rapport à si je pense à une connaissance qui est horizontale, tout va puiser un creux, profond, quoi. Et donc, on est dans un monde d'experts aujourd'hui. Et la révolution scientifique, elle a fait ça. Elle a créé plein d'autres fractures, plein d'autres silos. Elle a créé des séparations. Mais elle a donné plein de choses. Si aujourd'hui aussi tous les progrès qu'on a fait pour la médecine sont dus à ça, en fait. C'est trop cool. Sauf qu'on a perdu un peu. On s'est perdu, en fait. On s'est perdu derrière ça et derrière la performance aussi, derrière l'efficience, la recherche de faire toujours les choses de façon optimisée. Et là, je rigole car moi. Aussi personnellement, c'est quelque chose qui, j'aime bien quand les choses elles sont comme ça et de plus en plus, il y a des choses qui se passent aussi au niveau personnel et là, on peut parler de les transitions personnelles qui pour moi sont la base des transitions sociétales. Il y a vraiment pour moi un changement de paradigme aussi au niveau personnel. Par rapport à cette idée de performance, cette idée d'efficience, d'optimisation de tout. J'optimise mon temps, j'ai un Notion qui est trop méga cool, toutes les choses sont optimisées, tout. J'ai l'impression que les deux paradigmes dont tu parles là, c'est un peu les mêmes que ceux dont parle Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations, où il parle il y a une vision du monde de l'entreprise, mais on peut aussi avoir cette vision du fonctionnement d'une société ou d'une ville qui est très machiniste. On voit une machine avec des morceaux qui s'enchaînent et c'est très bien lié. Et quitter cette manière de voir les choses qui manque de certains repères pour voir plus comme des organismes vivants. Exactement. Et je trouve que c'est ça qui m'apparaît quand tu parles de ça, c'est que si on regarde les choses comme une machine, effectivement, on peut se dire, OK, il y a des silos, on regarde la partie 1 qui se connecte à la partie 2. Et on peut faire ça pour nos entreprises avec un fonctionnement très productiviste tu dors 8 heures et quand tu dors 8 heures, tu peux ensuite travailler 8 heures et pour en fait revenir à une vision plus complexe, certes, d'un organisme vivant, mais j'ai l'impression qu'il prend plus en compte cette vision 360 des limites, du fait qu'il y a des choses qui se renouvellent, d'autres qui ne se renouvellent pas. C'est exactement ça. Et en fait, il y a vraiment... en fait, on a créé justement les entreprises, les organisations, même la vision de
moi je trouve même nous-mêmes comme humains et de notre rapport à l'extérieur, on a fait diminuer ça comme des machines en fait. Et aussi, si tu regardes dans les entreprises, il y a une hiérarchie, donc toutes les choses elles sont bien définies comme ça. Alors que dans les systèmes vivants, pourtant c'est les choses qui elles sont présentes depuis beaucoup plus de temps par rapport à nos organisations sociétales et tout. C'est pas du tout comme ça en fait. Ouais. C'est hyper organique, c'est pas linéaire, c'est circulaire. Il y a à la place de l'efficience, il y a plutôt une robustesse. Il y a de la redondance. En fait, c'est des systèmes qui sont où la partie de machine, elle n'est pas présente en fait. Ça, c'est vraiment une construction qui vient d'un rationalisme. Capitalisme, j'ai l'impression aussi beaucoup. Et domination. En fait, si je vais... pour moi, quand on crée ces silos, on fait ces fractures, on crée aussi donc cette séparation entre l'intérieur et l'extérieur. On crée des hiérarchies. Donc, comme toi, dans une société, une organisation, on crée, il y a ce niveau et ce niveau. L'extérieur, c'est mieux que l'intérieur. Je sais pas, l'homme, il a des pouvoirs sur la nature. Je sais pas, tu sais, le terme, il y a Descola, qui est un anthropologue philosophe, il dit que la nature, c'est une construction de la société occidentale et qui dénote d'une domination, en fait. Du fait qu'on est là, on s'extrait de la nature. On voit comment là, on peut aussi citer des philosophes comme Bacon et tout ça, qui ils parlent de la nature comme quelque chose qui va être plutôt, qui est menaçante, qui va nous faire du mal et tout ça, en utilisant aussi beaucoup de termes qui vont vers le féminin. Voilà. Donc aussi cette contraposition entre tout ce que c'est plutôt féminin et tout ça qui est mis de côté et qui est c'est pas bien en fait et finalement c'est en domination ça fait qu'on peut dominer ça, on a le droit de dominer car il faut tout rationaliser, il faut qu'on puisse et Frédéric Laloux, justement, il y en a beaucoup parlé par rapport aux organisations et tout ça. Et aujourd'hui, on voit, il y a des prémices aussi dans les organisations on commence aussi à s'organiser différemment, comme tu dis, par rapport à ça. Et on est, pour moi, je ne suis pas la seule, il y a plein de bribes qui nous font voir qu'on est dans un moment où on va changer de paradigme, en fait. Et j'ai l'impression qu'au-delà de comment on s'organise et comment on pense les systèmes d'organisation d'entreprise, etc., dont on fait partie, il y a un changement de paradigme auquel j'ai l'impression que tu contribues depuis que tu as quitté le monde de la recherche aussi, sur les objectifs qu'on se fixe. Et je crois que ça, c'est hyper important, notamment pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de questionner les objectifs qu'on se fixe avec nos entreprises. Et je pense qu'une des séparations qu'on peut faire et que tu peux nous aider à définir pour les gens qui entendent ces termes pour la première fois, c'est un modèle extractiviste d'entreprise qui prélève des ressources pour créer de la richesse et une finalité qui est souvent créer de la marge pour se rémunérer. Le but. D'ailleurs, quand on regarde la définition d'une entreprise, souvent il y a écrit une organisation optimisée pour créer de la richesse et de la finance. VS, des types d'entreprises qu'on pourrait appeler régénératifs. J'ai l'impression que le basculement entre les deux, c'est vraiment un autre objectif. Exactement. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est business régénératif et face à quoi, face à quoi ça se positionne? Justement, un business régénératif, il est basé sur l'approche régénérative.
Et aujourd'hui, on parle de business à visée régénérative car c'est un processus. C'est un processus. Et on est même les plus avancés, on est loin. Aujourd'hui, toutes les entreprises, ils ont plus ou moins un côté extractiviste. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on puise les ressources naturelles, on puise dans l'humain, et pour créer de la valeur qui va dans le sens de s'enrichir, faire enrichir, je sais pas, les actionnaires ou voilà. En fait, les entreprises, même, en fait, l'extractivisme, c'est vraiment le premier stade, c'est le monde d'avant, en fait. Et il y a différents stades aussi pour aller vers la régénération, vers quelque chose de différent. Donc, on peut passer d'un monde où, en fait, on puise les ressources et on s'en fout, en fait. On pense ni au demain, ni aux choses, aux conséquences qu'on a pour ça. Par exemple, c'est intéressant de voir que l'eau, c'est quand même une ressource, elle est considérée dans les... en fait, elle est même pas... Comment dire? On compte pas le coût de l'eau, car on sait qu'elle sera toujours là, en fait. Et même comptablement, tu veux dire? Oui, je crois. Même comptablement, en fait, on prend l'eau, on la prend des rivières, on la remet dans les rivières, je pense à certains types d'industries et tout ça. Oui. Surtout si c'est... En fait, c'est pas des choses qui sont comptabilisées, en fait. Au moins, elles n'étaient pas comptabilisées avant les normes qui sont arrivées là. Donc, voilà, c'est déjà... aujourd'hui, on commence à comptabiliser les externalités, on appelle ça comme ça. Oui. Donc, en fait, il y a vraiment cette conception de prédation, de domination par rapport à ce qui est extérieur. Je prends, je mange, et en fait, c'est toute la valeur, elle est pour moi, en fait. Ouais. Et pour essayer de résumer pour les gens qui peut-être entendent ça pour la première fois et répéter avec différentes formes, ça peut aider. Ce que j'entends, c'est que le modèle par défaut de n'importe quelle entreprise de base, c'est je prends des ressources naturelles ou humaines. Donc, pour un humain, c'est son temps, ses compétences, son énergie. Ressources naturelles, ça va peut-être être du bois, du bois qui est devenu du papier, du pétrole devenu de l'électricité, de l'eau, comme tu l'as mentionné, etc. Et l'objectif, c'est de créer un système qui transforme ces ressources en une valeur financière à la fin, calculée sous forme de chiffre d'affaires ou de salaire ou de dividendes si j'ai une forme d'entreprise ou plus pour les actionnaires, etc. Et que c'est un chemin, un sens unique. C'est un chemin à sens unique, tout à fait. Et qu'on se préoccupe peu de la disponibilité des ressources, on se préoccupe plus du processus de transformation de ces ressources en valeur financière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est du coup entreprise extractiviste. Ça, c'est entreprise extractiviste. Le stade d'après, c'est une entreprise qui ne fait pas de mal, en fait. Et là, on est au niveau de ce que c'est les normes RSE d'aujourd'hui. Ok. C'est une entreprise qui dit, OK, je vais quand même essayer, dans certains endroits, de ne pas trop aller extraire les ressources. Donc, je fais gaffe à recycler les trucs. Je fais gaffe à mon capital humain. Voilà. Donc, il y a cette première attention, on va dire, premier stade où on dit, OK, au moins, je ne fais pas du mal. Ça commence à être... c'est-à-dire, il y a des normes par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus extraire d'une façon... ouais, c'est pas vrai non plus partout. Oui. Voilà, c'est ça. On va vers ça, déjà, au niveau normatif, en fait. C'est de plus en plus cadré, le fait que les entreprises ne peuvent pas juste détruire sans faire quoi que ce soit en contrepartie. Ou mettre des pollutions n'importe où et tout ça. Après, c'est vraiment pas du tout... Encore, on n'y est pas encore. Sachant qu'en plus, il y a les normes, il y a les loopholes et comment on peut les contourner selon certaines spécificités. Enfin, j'ai l'impression que... Les normes ne sont pas les mêmes partout au niveau du globe, tout ça. Il y a différents stades de développement des pays. Et donc, les pays font des choses différentes, en fait.
Le degré d'après, c'est un degré où l'entreprise essaye, l'organisation, pour dire plus général, comme ça on englobe aussi d'autres choses, elle essaie de faire du bien, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à injecter commence à prendre soin, en fait. Et là, dans le premier step, dans le step extractiviste, c'est la partie économique qui est la plus importante par rapport à la partie humaine, à la partie des écosystèmes, en fait. Okay. Voilà. L'environnement, l'humain et si on met l'économie, c'est l'économie qui prend toute la place. C'est le fait de extraire, pouvoir avoir de la valeur au niveau monétaire. Ouais. Et dans ces deux autres paradigmes, en fait, si on essaie de maximiser l'endroit où l'humain, l'économie et l'environnement, ils trouvent leur compte, plus ou moins, selon les deux trucs. D'abord, je vais pas trop faire du mal, et après, je commence à faire du bien, je sais pas, je commence à recycler, je commence à avoir à prendre soin de mes emplois, des gens que qui sont là, m'employer, tout ça, voilà. Et là, l'humain, il est toujours dans une position extérieure par rapport à l'environnement. Donc, c'est important d'utiliser ce terme, car le saut qui vient après, c'est un peu le paradigme que moi j'ai espoir de voir éclore et qui commence à être présent aujourd'hui. C'est le paradigme régénératif. Et là, l'humain, il est plus dehors du vivant. Justement, on parle plus d'environnement, on parle du vivant. Et donc, on voit un imbriquement à la place de voir trois choses séparées. C'est d'abord le vivant, c'est ça la base de tout. Et prendre soin de la santé des écosystèmes. Et ça va donner, par ruissellement, ça va faire que l'économie, elle va être cool et l'humain, il va être bien, en fait. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. On part vraiment vers autre chose. Ouais. Ça peut être continu entre les trois premiers paradigmes. Pour aller vers le régénératif, c'est un saut dans le vide, un peu. En fait, on ne sait pas comment on va faire. C'est ça, j'ai l'impression que le modèle avec lequel on imagine toute la construction d'une entreprise, elle est que dans ce facteur où l'environnement est justement un facteur parmi d'autres et qu'on cherche à l'optimiser, le contrôler et le mesurer. Alors que là, c'est autre chose qu'on n'a peut-être jamais vu auparavant. Ouais. C'est des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et on commence à avoir des exemples de comment le vivant s'intègre. Il est la base de tout, en fait. Des exemples, c'est vraiment tenir en compte du vivant qui est autour, qui fait partie intégrante de l'entreprise, en fait. Ouais. Un exemple aussi, c'est mettre un élément de la nature ou la nature au bord d'une entreprise, en fait. Oh, wow. Ça, c'est des choses qui sont assez, on va dire, disruptives, en fait. Ouais. Et en fait, c'est pas juste que il y a des entreprises qui commencent à faire ça. Je retrouverai les noms. En fait, l'idée, c'est donner la voix aux éléments naturels, en fait. Leur donner aussi une dignité, comment la dignité, nous et tout ça, c'est présent dans d'autres cultures, autres la culture occidentale, en fait. Déjà, c'est présent, en fait. Oui. Dans les peuples premiers et tout ça, c'est les éléments de la nature ont les droits, ils ont une existence comme nous. Et si je viens au fait de mettre la nature au bord, c'est pas juste qu'il y a quelqu'un qui dit je suis la nature, oui, c'est pas trop cool ça, je vais faire ça. Mais en fait, il y a toute une préparation par rapport à ça dans les organisations où ça commence à être présent. Quand il y a des questions où on touche au vivant autour, la personne qui va représenter la nature,
il a un temps pour pouvoir se renseigner, parler avec des scientifiques, des experts et tout ça, des impacts que cette décision va avoir sur les éléments qui sont impactés. Et le jour J, quand il y aura la décision par rapport à ça, elle arrive avec tout son background, elle se fait l'avocate, elle porte la voix de ces éléments de la nature, en fait. Ouais, son job, c'est de défendre les intérêts des écosystèmes. Oui, tout à fait. Enfin, du vivant impliqué dans la décision. Oui, car le but, c'est que ça change aussi la façon dont on fait entreprise. Aujourd'hui, on peut parler de raison d'être. Et en fait, on peut parler plutôt des raisons d'exister. Est-ce que le but de mon entreprise, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça a vraiment du sens que ce produit, cette chose existe? Et peut-être pas. Peut-être pas. Ça, c'est un peu... peut-être pas. Il y aura peut-être plein de choses dans les prochaines années sur lesquelles on va se rendre compte qu'on n'aura pas besoin, en fait. Comment tu fais pour mesurer ça? Par exemple, imaginons il y a quelqu'un qui écoute et qui se pose la question de... Tu vois, genre, qui se dit, j'ai des intérêts et j'ai des enjeux de valeur et l'écologie, c'est hyper important pour moi, etc. Et qui veut sincèrement se poser la question de... Est-ce que mon métier est vraiment utile? Est-ce que mon service ou mon offre a le mérite d'exister? Par où on prend cette question C'est méga complexe, en fait. Je sais pas, est-ce que... Il y a pour certaines choses, c'est facile de répondre. Si on fait des gadgets, je sais pas, qui servent juste, qui ont une vie limitée, qui ont un temps limité, c'est des choses jetables, en fait. Est-ce que ça c'est déjà non, en fait. Okay, ouais. Car en fait, on va extraire, on va produire des choses qui vont être utilisées très peu de temps et après, on sait plus quoi faire avec. C'est tout le monde du recyclage, il est très compliqué, en fait. Il faut toujours des ressources pour recycler. On n'est jamais un net. Ouais, c'est impossible d'avoir quelque chose de 100% circulaire. Exactement. Quoi. Ça, c'est la thermodynamique, c'est la physique, en fait. Le 100% circulaire, ça n'existe pas. Donc, quand on produit quelque chose de physique, il y a vraiment à se poser des questions sur sa durabilité, sur sa réparabilité. Et là, on vient aussi aux questions de robustesse. Est-ce que je peux le réparer chez moi, en fait? Donc, je parle, peut-être tu connais les Fairphone, ces téléphones qu'on peut se réparer soi-même et tout, et voilà. Et là, j'ai récemment parlé, il y a quelqu'un que j'accompagne au sein de la CEC, la Convention des entreprises sur le climat, et qui va sortir bientôt des valises. Ça, les valises, apparemment, c'est une chose ça se casse rapidement. Et en fait, la plupart, elles sont pas, je sais pas, il parlait de 80% des valises qui se cassent, tu peux plus les réparer. Et donc, ils vont faire des valises en kit, un peu comme le Fairphone, en fait. Wow. Donc voilà, c'est des choses type là. Je sais pas, des jeans qui sont beaucoup plus durables, si on pense hautement. Voilà, déjà, ça, s'il y a des produits, il y a vraiment, pour moi, des questions de durabilité. J'aime penser au temps long. J'aime penser à... Il y a dans certains peuples premiers, on parle de 7 générations. Oui. Les 7 générations d'après. Comment on peut, quand on se pose la question de créer une offre, un produit et tout ça, comment on peut englober les limites planétaires, aussi le fait qu'il y ait qu'on puisse aller utiliser des ressources, car forcément on va le faire, mais d'une façon, voilà, et ça puisse s'insérer dans un temps long. Ouais. Cette génération, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, c'est la question, je crois, qui se pose dans ces autres formes de société, c'est si je décide ça a quelles conséquences sur quelle est la conséquence arrière petits-enfants. C'est ça. Et voilà, donc pour moi, c'est ce type de questions qu'on pourrait se poser, en fait. Et je me dis, pour des gens qui ont une activité de service, qui ne produisent pas forcément des produits, moi, personnellement, quand je me pose la question, une des premières choses qui apparaît, c'est le ratio coût-bénéfice.
est-ce que la quantité d'énergie ou d'électricité que je consomme, et déjà ça c'est un truc à aller calculer parce que j'ai pas l'info de base et c'est hyper intéressant d'aller calculer ça. Est-ce que ça vaut les bénéfices que je peux apporter aux personnes en face? Et c'est pour ça que pour nous, c'est devenu d'autant plus important cette dimension pédagogique sur l'impact écologique, l'impact systémique de nos entreprises et de nos projets et de ce qu'on fait. Parce que pour moi, c'est une manière de maximiser les conséquences bénéfiques sur beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Et que juste accompagner des entrepreneurs à vivre de leur boîte, peu importe leur boîte, peu importe le sujet, en fait, c'est plus suffisant. Voilà, c'est plus suffisant à mon sens. C'est pour ça qu'on fait plus ça, au final. Et c'est pour ça qu'on a cette conversation. Oui. Tout à fait, que tu es là. C'est ça, c'est pour ça que je suis là. Car justement, comme je te disais, ça, pour moi, c'est un discours qui est aujourd'hui très, très peu présent dans le monde de soloprenariat, des entrepreneurs et tout. Et il y a aussi dans ça cette dimension de moi, quelle est ma place, quel est l'impact que j'ai dans les deux sens, l'impact entre guillemets négatif, quel est l'impact positif de ce que je fais, comment je m'en sers au sein d'un écosystème. En fait, car on n'est jamais seul. Heureusement. Et c'est pour ça, c'est une des forces, mais il faut en avoir aussi conscience, en fait. Dans les deux sens, car en fait, on ne peut pas avancer tout seul. Rien dans les milieux naturels et dans le vivant est tout seul, en fait. Dans un écosystème, on ne peut pas définir les caractéristiques d'un des éléments si on les extrait de l'écosystème. Ça a du sens de définir ces caractéristiques seulement à l'intérieur de son écosystème. Ça, pour moi, ça fait vraiment changer de vue aussi la place de moi, petite entrepreneuse, c'est-à-dire comment j'interagis avec tout ce qui est autour de moi. Ouais. J'ai fait faire j'ai eu une intervention récemment dans un tiers-lieu, justement sur prendre une vision un peu écosystème de son activité, parce que la thématique c'était entreprendre en milieu rural. Et du coup, je suis arrivé avec un exercice de leur faire représenter schématiquement toutes les interactions entre les acteurs de leur village ou de leur ville, pour voir à quel endroit est-ce qu'il y a une place pour un projet pro pour s'insérer dans cet écosystème. Et je trouve que ça parle un peu de ce que tu dis là. Moi, je prenais l'exemple de mon village. C'est un village perdu au fin fond de la Corrèze. Et les acteurs entrepreneuriaux, entre guillemets, il y a la boulangerie, il y a un resto, il y a une coiffeuse, il y a une microbrasserie. Et j'essayais de représenter tous les liens qui pourraient exister entre ces acteurs. Souvent, ils n'existent pas parce qu'il n'y a pas cette vision de construire un écosystème robuste au niveau du village. Mais comme tu dis, si je prends la microbrasserie et que je la considère dans son écosystème, c'est très différent de si je prends la microbrasserie juste sans aucune conscience de ce qu'il y a autour d'elle dans le village et je regarde avec la même analyse. On ne va pas voir les mêmes choses, quoi. On ne va pas voir les mêmes choses. Hyper intéressant. Et la chaîne de valeur, elle est très présente quand on parle de l'entreprise qui a visée régénérative, en fait. On regarde ce qui est en amont, l'endroit où elle va extraire de la valeur et comment elle va redistribuer cette valeur. C'est méga important d'avoir tout ça conscient autour, en fait. Et arrêter de penser en silo et regarder à tout l'écosystème qui est autour et comment ça s'interagit, toutes les interdépendances qui peuvent être présentes. Est-ce que tu dirais que c'est juste si je dis que l'objectif d'une entreprise régénérative, c'est de générer plus des ressources que ce qu'elle consomme? Parce que moi, ma compréhension de ce sujet, c'est que ça vient de l'agriculture régénérative qui dit, en gros, il y a une manière dont on peut cultiver sur ce terrain qui fait que le terrain est plus riche en nutriments, minéraux, etc., grâce à la culture. Oui. En fait, le concept d'entreprise régénérative, il part de l'agriculture. Ok. Et justement, c'est les premières expérimentations qui ont été faites plutôt aux États-Unis. Et c'est clairement, c'est comme c'est une chose, la régénération, c'est une caractéristique du vivant. Les systèmes qui ne sont pas vivants, ils ne sont pas
ne peut pas se régénérer, en fait. Donc, c'est déjà une caractéristique intrinsèque du vivant. Oui, par exemple, une dalle de béton, elle ne peut que se dégrader. Exactement, tu la casses et ça revient de tout. Ouais. Moi, je me coupe un peu ici. Bon, il ne faut pas que je me coupe le doigt mais entier, mais je me coupe un peu. Et en fait, il y a tout de suite un mécanisme de régénération qui se met en place. Oui, on se cicatrise et ça se soigne. Voilà, tout à fait. Il y a des choses qui se mettent en place. Bien sûr, dans la limite des chocs qu'on peut avoir. Mais ça, c'est... Dans la limite de la robustesse du système. Exactement, c'est Par exactement exemple, si je me casse un bras, mon système n'est pas fait pour régénérer le fait que mon bras repousse. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Mais c'est exactement ça. Attends, j'ai perdu le fil. Du coup, je parlais du fait que ça vient de... Enfin, tu disais ça vient de l'agriculture. Ça vient de l'agriculture. Ça vient de l'agriculture, donc justement, régénérer les sols pour qu'ils puissent avoir... on produit des légumes, des fruits et tout ça. Et en plus, le sol, il est encore plus riche qu'avant. Ben ça, on le voit aussi dans toute la permaculture et tout ça, dans l'agroécologie, dans l'agriculture syntropique. En fait, on voit vraiment que, en fait, des sols qui sont... J'étais dans un écolieu super qui s'appelle le Bouchot jusqu'à hier. Et en fait, on voit vraiment la différence entre la terre qui n'a pas été régénérée et la terre qui a été régénérée. Et c'est vraiment une autre consistance et elle a de l'humus dedans. Et alors que la terre qui n'a pas été régénérée, elle est sableuse et tout. Donc on est vraiment... On met de la richesse, on crée de la richesse. Et derrière tout ça, il y a aussi... il y a un changement de paradigme par rapport à qu'est-ce que c'est aussi la nature de nos interactions, des interactions dans le vivant. Comment la vie, elle est... comment la vie elle est apparue sur Terre, quelle est l'histoire de la Terre. Car en fait, on combine, on peut... derrière le régénératif, il y a aussi ça en fait. L'approche régénérative, la philosophie, entre guillemets, c'est pas vraiment philosophie, mais... Et il y a un changement de vision par rapport à comment nos interactions et comme les interactions entre les vivants sont faites. Et pour moi, c'est important de mettre ça aussi au niveau, on va dire, théorique dedans. Mais j'aime bien aussi mettre les trucs théoriques dedans, donc je mets ça. Et donc, dans ce sens, il y a des nouvelles théories qui parlent de l'évolution, qui sont apparues autour des années 60. En particulier, c'est un microbiologiste qui s'appelle Lynn Margulis, qui a beaucoup travaillé sur ça, qui mettent en discussion, qui font voir, qui donnent une autre vision par rapport à comment l'évolution s'est faite. Donc, différente du darwinisme, qui parle beaucoup de compétition. La sélection naturelle. Les organismes et les espèces sont en compétition les unes contre les autres et c'est les plus forts qui gagnent. C'est les plus forts qui gagnent. Et elle met plutôt, elle a mis en évidence que, en fait, les systèmes vivants, ils marchent. Bien sûr, il y a la compétition. Mais la chose qui prime, c'est la coopération. C'est l'interdépendance. Et en particulier, on voit que ce qui se passe, c'est que les espèces, ils sont pas que en compétition, mais ils échangent physiquement leur ADN entre elles pour créer quelque chose qui est plus robuste, qui a plus de possibilités par rapport aux deux entités qui étaient présentes. L'exemple le plus évident, c'est en fait, la vie, au début, elle était présente dans les océans. Le moment où la vie elle est arrivée sur la croûte terrestre, c'est à l'apparition des lichens. Et les lichens, c'est l'entrecroisement, je sais pas, c'est le croisement de une algue et un champignon. Donc, deux ADN différents qui se sont combinés. Ils se sont dit, faisons un truc un peu plus... qui peut aller ailleurs, qui peut aller coloniser d'autres endroits, en fait. Pour moi, ça, c'est important de mettre ça à la base du régénératif, car c'est justement, ça fait partie de ce saut. Ça fait partie, pour moi, du changement de la vision de l'histoire de la Terre, de l'histoire des humains, de l'histoire du vivant, en fait. Et donc, oui, une entreprise régénérative, une organisation régénérative, c'est une organisation qui
veut fonctionner comme le vivant, donc déjà pas mécaniciste, plutôt avec le circulaire, avec des choses qui sont... il n'y a pas de centre, il y a plein de... En fait, il y a de la redondance, il y a plein de caractéristiques, on peut trouver des caractéristiques par rapport à ça. Et elle va produire, elle va faire du bien aux écosystèmes, aux vivants, plus qu'elle extrait. Et elle va surtout créer les conditions pour que le vivant, dans toutes ses formes, puisse être au maximum de son potentiel. Et voilà. Moi, je sais pas si tout. Ouais, non, mais je bois tes paroles et en t'écoutant, voilà, comme tu sais, je sais que tu prêches un convaincu. Mais toute ma réflexion autour, c'est du coup, tu vois, ça me parle. La théorie, je l'ai. Je me dis, ça me semble évident qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on fonctionne comme ça, de se dire que la place de n'importe quel projet, entreprise, elle doit faire en sorte que on stabilise de plus en plus l'écosystème dont on dépend pour continuer d'avancer et qu'on peut créer des systèmes qui enrichissent ces écosystèmes et qui en même temps nous permettent d'avancer, de nous développer, de profiter, de subvenir à nos besoins premiers, etc. Mais je suis hyper curieux du coup de genre par où on commence ce chantier, quoi. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir appris petit à petit au fil de mon expérience entrepreneuriale à construire un système avec des facteurs qui sont optimisés. Et j'arrive pas à entrevoir. Alors j'ai des pistes, tu vois, mais je suis curieux que tu me dises, toi, imaginons je viens de voir, je te dis, ok, j'achète la vision entreprise régénérative. C'est quoi les questions que tu me poses, les travaux que tu me fais faire? Peut-être c'est ce que tu fais via la Convention des entreprises pour le climat aussi. Ouais, il y a en partie de ça. C'est quoi le processus, tu vois? Aide-moi, je suis perdu. La première chose, c'est la conscience du constat du monde, en fait. Être conscient, avoir une idée plus ou moins précise de ce qui est l'impact qu'on a aujourd'hui comme humain et après comme individu sur ça. Donc, mesurer mon impact. Oui, mesurer ton impact. Donc, bilan carbone de moi en tant que personne, peut-être bilan carbone de ma boîte. Voilà, au niveau pratique, c'est vraiment ça. Et après, pour moi, il ne peut pas avoir la transformation d'une organisation, d'un écosystème, s'il n'y a pas la transformation au niveau individuel, en fait. Et donc, c'est un schéma individuel aussi. Justement, on parle de changement de paradigme, c'est investir des nouvelles lunettes. Ça peut prendre du temps, en fait. Ça peut être aussi un choc de voir l'impact qu'on a au niveau global et de se poser les questions par rapport à moi. Est-ce que je sers vraiment? Est-ce que mon entreprise, elle a vraiment du sens? Elle a vraiment besoin d'exister, en fait. Oui, donc ça se trouve, un des pas pour aller vers entreprise régénérative, c'est accepter que mon métier actuel n'est pas au service de ce dont nos sociétés et le monde a besoin dans les années futures, quoi. Ouais. Et effectivement, ça peut être un choc. Ça peut être un deuil. Et pour moi, il y a un chemin de personnel par rapport à ça, en fait. Donc, de ce qu'on peut appeler écologie personnelle. Regarder déjà dans son écosystème personnel comment on traite son vivant à soi, en fait. Et ça, pour moi, ça peut créer une robustesse personnelle qui permet aussi de rebondir et de faire face à tous les aléas, les difficultés auxquelles il faudra faire face, car on va vers l'inconnu, en fait. Quand on parle de régénération aujourd'hui, on parle de schémas. On parle de choses qui sont un peu connues. Il commence à avoir des business models régénératifs. Il y a l'université de Laval qui en a sorti un qui peut marcher pour certaines choses. Open Land en a sorti un autre. Nous sommes vivants, il fait des choses aussi dans ce sens. Pour des entreprises plus ou moins grandes et tout ça. La CEC l'œuvre dans ce sens.
Donc, on peut parler de business model régénératif, mais au fond, c'est les personnes qui composent, qui sont à la base de cette entreprise. La première chose, c'est qu'elles puissent accueillir justement toutes ces dimensions de est-ce que c'est nécessaire que ça existe, comment je suis par rapport à ça, est-ce que à quoi je renonce, vers quoi je vais, quelle est la joie que j'ai dans ça en fait aussi. Ouais, c'est déjà prendre soin de la régénération du facteur humain en fait. Exactement. C'est de se dire pour moi, que c'est la première chose. Si la structure actuelle de mon entreprise extrait mon temps, mon énergie, ma créativité, ma joie au service d'un facteur financier, c'est que déjà ça, régler ce problème-là, c'est un premier pas. Oui, ça rejoint des questions qu'on pose souvent aux gens qu'on accompagne de est-ce que la quantité de travail que tu as en ce moment ou les horaires que tu fais, tu serais prête à maintenir ça sur les 10 prochaines années? Si la réponse est non, c'est effectivement qu'il y a un problème déjà sur ça. Ouais. Ok. Ouais. Et si je règle ça, donc, tu vois, peut-être on peut prendre mon cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie dans ce que je fais. Ouais. Je me sens aligné, je me sens nourri. J'ai pas l'impression de travailler beaucoup plus que ce que je devrais, à part des micro-exceptions. Qu'est-ce que je fais maintenant? On s'est dit déjà, je mesure l'impact de la boîte, donc je pourrais mesurer, pour produire ce podcast, la consommation des serveurs et l'électricité. Peut-être je commence par ça. Enfin, ce serait quoi la suite du cheminement, selon toi? Comment ton entreprise, elle pourrait servir le vivant? Comment ton entreprise, elle pourrait faire de bien? Je sais pas, on a parlé de cette génération. Comment ton entreprise, elle pourrait servir un écosystème? Comment ton entreprise, elle pourrait partager la valeur? Du coup, ce qui me vient en premier là-dessus, ça te va quand on joue à ce petit jeu? Je te réponds. Oui, je veux bien. Ce qui me vient en premier, c'est l'éducation à ces sujets-là, pour faire en sorte que d'autres personnes dans nos accompagnements ou qui écoutent ce podcast soient aussi touchées. Ça fait une sorte de ombre qui fait une ombre. Enfin voilà, on diffuse le savoir. Redistribuer la valeur, je me dis, on peut choisir des organisations et une part de notre finance qui gravite par l'entreprise et redistribuer à ces endroits-là. Une question des métiers qu'on accompagne, peut-être accepter certains métiers ou en rejeter d'autres, peut-être focaliser nos projets, nos programmes sur justement des gens qui ont déjà une dimension d'accompagner le vivant dedans. Enfin voilà, en t'écoutant, ce qui m'a apparu, c'est de me dire, ça se trouve, les meilleurs gens à coacher, c'est les gens qui font du maraîchage. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui me traversent. C'est intéressant moi je trouve intéressant que tu parles, c'est d'aller regarder les endroits dans ton écosystème où tu peux aller plus loin et tu peux accompagner. Donc, il y a vraiment cet effet rebond, l'effet d'amplification, en fait. C'est une des caractéristiques du naturel aussi, de pouvoir s'amplifier, la création continue. Et là, ce que j'entends, c'est que, en fait, moi, l'espoir que j'en ai aussi, c'est que s'il y a de plus en plus d'initiatives de ce type-là, tu touches de plus en plus de personnes et que de plus en plus de personnes touchent plus en plus de personnes, c'est ça qui va faire la boule de neige et ça va faire qu'on va basculer vers une autre façon de faire. Et donc, moi, je trouve, après, tout ça, ça peut être, toi, challengé, tu peux vraiment aller regarder. Sur la distribution des valeurs, il y a aujourd'hui aussi des choses qui vont rendre robuste aussi peut-être des nouvelles façons de faire, de se mettre en coopération entre des entreprises plus ou moins grandes ou avec des solopreneurs, où il y a vraiment une distribution de la valeur aussi au niveau financier, en fait. C'est-à-dire que je fais partie d'un écosystème et en fait, le moment que j'ai, moi, suffisamment d'argent, je verse, et le moment où c'est moi, cool pour moi, je peux prendre à partir de ça. Et avec cet argent qui peut être là, il peut être utilisé pour investir dans une économie qui est réelle et qui va aller dans le sens de
régénérer le vivant, en fait. Je pense aussi que dans le futur, il y aura d'autres formes d'organisation pour aussi les écosystèmes d'entrepreneurs. Et moi, l'espoir que je n'ai, c'est que ce soit moins en moins seul aussi au niveau vraiment financier, en fait. Ouais. Pour moi, c'est une chose qui va aussi aider la robustesse du système. C'est un des angles que traite Timothée Parikh dans son livre sur la décroissance, parce qu'à un moment, il parle de cheminement futur de les formes d'entreprise et que ça, pour rejoindre ce que tu dis, irait beaucoup vers des formes de coopératives qui ont justement du coup toute cette réflexion de maintenir le plus possible tous les aspects et tous les membres de la coopérative. Ouais. Et que du coup, on n'est plus seulement en train d'essayer de maximiser son profit personnel, mais c'est la résilience du modèle coopératif avec tout le monde, quoi. Ça, c'est intrinsèquement régénératif. Dans la régénération, on ne voit plus la production de valeur. Elle n'est pas, c'est pas le but. Le but, c'est créer des écosystèmes qui soient robustes, vivants, le plus possible vivants, en fait. On change vraiment de perspective. Le but d'une entreprise, il est plus je génère de l'argent. Je génère de la valeur qui est redistribuée, qui fait que le vivant, il est de plus en plus vivant. Le vivant est de plus en plus vivant. J'ai dit un truc... Ouais, mais je vois ce que Comment ça te parle, ça, par rapport à ton... L'écho qui me vient, du coup, c'est de me dire que ce qu'on met en place pour toucher tous ces gens dans nos différents programmes, et je pense beaucoup à notre programme d'accompagnement sur 2 ans, Surf, où il y a une vie entre les membres et on se passe des choses en séminaire. Et je vois à quel point, quand tu dis rendre le vivant encore plus vivant, j'ai l'impression, tu vois, j'ai des gens qui m'apparaissent, qui sont dans le programme où je vois on peut dire leur vitalité ou leur joie ou leur épanouissement. En 2 ans, il grandit, tu vois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, là où on peut récupérer des personnes qui sont peut-être désabusées ou tristes ou plus vraiment épanouies dans leur projet professionnel, au bout des 2 ans, j'ai l'impression que ces personnes sont plus vivantes. Et donc je me dis, quelque part, on le fait déjà sans être dans le côté, tu vois, genre, je sais pas, planter des forêts ou je sais pas quoi, mais on aide des humains vivants qui font partie du vivant, du coup, à être plus vivants à la fin du processus, avec un modèle financier qui me permet moi aussi d'être plus vivant petit à petit. Et c'est méga important. Sans que ce soit... Parce que tu vois, et c'est intéressant parce que je pense, il y a ce truc de la vision dominante des choses qui n'est pas ça, et cette vision naissante de nouveaux paradigmes. Et je sens, même pour moi, que souvent je retombe dans le côté putain, mais genre j'aimerais bien être plus à l'abri, entre guillemets, financièrement. Bordel, je bosse beaucoup, je mérite. Et que des fois, je retombe dans ce truc de je donne plus que ce que je reçois, je devrais recevoir plus. Ce qui est intéressant parce que du coup, il y a peut-être un rééquilibrage du système à faire. Mais je vois que je tombe dans le truc de l'accumulation financière. Il faut que je fasse des prêts, des investissements hyper pertinents financièrement parlant. Enfin, je vois que il y a le système dominant qui vient de nouveau me manger de temps en temps. C'est OK, en fait. Et c'est, en fait, c'est clair, on est... c'est tout à fait normal de faire les retours. Oui. On est dans le chemin, en fait. Et c'est même sain de se poser ces questions. Je me pose aussi l'équilibre entre le donner-recevoir, l'équilibre et le fait de compter différemment la valeur. Oui. Là, il y a, pour moi, c'est un peu un nœud. Comment compter ce qui compte vraiment? Comment créer de nouveaux KPI qui vont au-delà du fait de j'ai cette somme sur mon compte. Est-ce que tu as des exemples de ça? Parce que justement, c'est un sujet que j'essaie de traiter souvent, de dire qu'on est entraîné à ne valoriser que les indicateurs qui sont financiers. Du coup, un des exemples, c'est mets une valeur sur ton temps et tout ce qui coûte moins cher que la valeur que tu as attribuée à ton temps, bah, tu le délègues et tu veux faire ça à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, pour tu vois, déléguer. Et tu vois, ça, c'est un truc de, en fait, la seule valeur qui compte, c'est la valeur financière attribuée à une heure. Est-ce que tu as des exemples d'autres indicateurs à mesurer pour mesurer autrement? Parce que je pense que c'est flou pour les gens, tu vois. On entend ça et on dit, ouais, je suis trop d'accord. Et après,
Mais du coup, comment je fais? Qu'est-ce que je mesure? Je suis d'accord. Alors là, pour moi, il y a une chose à regarder aussi entre les indicateurs qui sont quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Et souvent, les indicateurs qualitatifs, on a beaucoup de choses quantitatives. Ça nous aide aussi à compter. Ça fait qu'on peut dire facilement par rapport à un but, est-ce que je l'ai atteint ou pas. Donc, c'est vraiment le truc fondamental de dire, si c'est pas mesurable, tu ne sais pas si c'est pas un bon objectif. Et là, je dirais que dans le monde de demain, peut-être, il y a bien sûr des choses qui sont mesurables, mais peut-être on peut ouvrir à des indicateurs plus qualitatifs. Je sais pas, moi je pense à la joie et je pense aussi à l'engagement. J'ai récemment justement au sein de la CEC, il y avait ce sujet des nouveaux indicateurs et compter ce qui compte vraiment, c'était vraiment traité en fait. Donc et on voit les difficultés pour sortir de ce type de... Et il y a eu... les gens se creusent la tête, ils essayent de trouver ça. En fait, c'est tout à trouver, en fait, les nouveaux indicateurs. C'est aller explorer. Exactement. Un prof, il disait comment je fais. C'était dans une grande école de commerce. Il voulait essayer de voir comment il pouvait quantifier l'engagement de ses étudiants, en fait. Le fait que... Et c'est... pour moi, c'est vraiment un grand terrain d'exploration, ça. On peut trouver des exemples. Il y a des différentes façons, peut-être, de compter aussi au niveau quantitatif. On peut compter... on compte les ressources, comme tu disais, qu'on a... On peut compter le temps. On peut compter le nombre de personnes qu'on touche. Et comment ça fait boule de neige. C'est toi... Il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas de réponse. Ouais, il faut aller explorer. Ça me permet de dire quelque chose. On va vers un monde où les réponses standardisées qui marchent pour tout le monde, ça existera de moins en moins. Mes indicateurs à moi, ils vont être différents des indicateurs que tu auras toi, car ta situation est différente de la mienne. Et le territoire où tu es, ton écosystème est différent du mien. Donc, si on est implanté dans un territoire, les besoins et les performances, les indicateurs par rapport à un territoire et l'adaptation d'une entreprise sera différent. Voilà. Donc, le fait de passer du global au local, c'est une des clés. Donc, il n'y a pas de réponse faite, il y a des expérimentations. Et on est dans ça. On est dans le chemin, quoi. Ouais. Est-ce que justement, toi qui es assez présente, je crois, dans les milieux où il y a le plus d'expérimentation sur ces sujets, tu fais partie du CEC que tu as mentionné plusieurs fois dans la discussion, donc tu peux redire ce que c'est l'acronyme? Ouais, la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat, qui fait pas vraiment que le climat, mais c'est une association à but non lucratif qui est née après la Convention des citoyennes pour le climat. Et Éric Duverger, qui est l'initiateur, il s'est dit, on peut faire quelque chose pour les entreprises qui soit un peu... qui va faire la même chose, presque la même chose qui était fait pour la Convention citoyenne pour le climat. Okay. En mettant tout de suite une dimension beaucoup plus large que le climat, donc avec les ressources, la biodiversité et tout. Donc tu fais partie de ça, tu fais partie aussi de la Climate Coaching Alliance. Et du coup, je me dis, tu as certainement accès à des expérimentations qui te donnent de l'espoir, qui t'inspirent. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Tu vois, les gens qui nous écoutent, là, c'est des entrepreneurs et on a soif de représentation, je pense. Par exemple, il y a une entreprise qui a participé à la première CEC, qui s'appelle Espace Science, et c'est beaucoup plus connu sur le nom de Mustela, qui est un des
une des entreprises qui fait partie du groupe Espacience Mustelas, ils font des trucs pour les bébés. Okay. Ils font plein de produits pour les bébés et en particulier, un de leurs bons parties de marché, je crois que 20%, c'est les lingettes jetables. Okay. La DG, qui s'appelle Sophie Robert-Vellu, elle a fait, à la suite de la première, quand elle est sortie du parcours de la CEC, elle s'est dit, on ne peut plus faire des lingettes jetables. C'est vraiment plus possible. Et donc, ils se sont donnés, ils ne vont pas arrêter ça du jour au lendemain, car ils ont besoin aussi d'adapter tout. Bah forcément, ça prend du temps. Ouais, mais ils vont arrêter ça, je crois que là, en 2027, il n'y aura plus de lingettes jetables. Et ça fait partie, aujourd'hui, c'était je crois, 22% de leur chiffre d'affaires. Wow. Donc, il y a ce renoncement, car elle sait qu'il ne peut pas continuer comme ça. En fait, ça, c'est un exemple. C'est hyper intéressant, ça touche à un truc que tu disais avant l'épisode, que toutes les entreprises qui passent par ce programme avec la CEC... doivent rendre des feuilles de route avec des actions à mettre en place, mais aussi des choses auxquelles elles renoncent. Oui. Et je pense que ça rejoint pas mal de choses qu'on s'est dit dans les conversations, qui est que pour aller vers ce modèle d'entreprise régénérative, il y a autant besoin de créer des choses que de renoncer à des choses. Ça va avec... pour moi, ça va avec le fait d'évoluer dans un monde fini, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui t'ont inspiré, du coup Je suis avide de représentativité. Ouais, c'est ça. Il y en a, en fait, si vous voulez voir déjà, il y a beaucoup de témoignages d'alumni sur la chaîne YouTube de la CEC et sur le site de CEC. Il y a un autre exemple qui est Renault Truck. Voilà. Les camions de chez Renault. Les camions de chez Renault et tout. Ils ont fait aussi la première CEC. Et eux, en fait, dans la feuille de route, il y a une question qu'on appelle question générative, c'est-à-dire c'est une question qui, comme si elle vient du futur. Elle va générer justement le parcours. Elle va générer la trajectoire vers des modèles économiques qui sont régénératifs. Eux, ils se sont posé la question, comment on fait pour avoir moins de camions sur la route, en fait. Waouh, j'adore. Je trouve, tu vois, c'est le genre de truc, quand des entreprises se demandent comment je fais pour faire disparaître le besoin derrière ma boîte, je trouve que justement, c'est des entreprises qui ont vraiment compris les enjeux, quoi. Au Rossignol, tu vois, les skis. Ouais. En fait, ils savent que dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus de ski. Il n'y aura plus de ski. Et donc, ils commencent à faire autre chose. J'ai vu récemment, au sein d'une des sessions de la CEC, le DG, je crois que le DG, je ne sais pas si c'est le président, le DG de Rossignol, il est venu témoigner. Et une chose qui m'a vraiment touchée, en fait, ils changent, l'entreprise change. Elle va répondre à d'autres besoins, tout en travaillant avec, il travaille avec les personnes qui sont dedans pour créer autre chose, en fait. Et lui, la chose qu'il a dit, il a dit, soyez le plus radical possible. Waouh! Moi, ça m'a vraiment touchée. C'est un monsieur qui a un certain âge, il a l'air très sérieux et tout ça. Et voir cette puissance, dire le plus radical possible. Waouh, ça m'a vraiment touchée. Tu peux nous partager la réponse de Renault Trucks, du coup, parce que je suis curieux. Quoi ? Ce qui se passe quand Renault Trucks se dit comment on fait pour qu'il y ait moins de camions. Ils sont dans cette trajectoire-là et donc ils essayent de voir comment ils peuvent optimiser. Il y a toute une question aussi par rapport aux pneus, à comment ils les changent et tout. Donc c'est en évolution en fait. Donc si vous voulez voir ça en détail, la feuille de route elle est publique. Ok, génial. Et toutes les feuilles de route de la CEC sont publiques. À la fin de la première CEC, les feuilles de route ont été données au ministre de la Transition écologique, en fait. Oh, wow.
Il y a vraiment ces cérémonies. Il y aura une cérémonie de fin, de remise de feuilles de route. Je vais y aller mardi prochain, donc demain. C'est les feuilles de route qui sortent d'un COC qui est thématique, surtout les entreprises qui font du consulting. Donc là, on n'est pas du tout sur des produits, on est vraiment sur l'accompagnement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Et tout ça, c'est public. À quel point tu penses que c'est important, du coup, justement, que ce soit des démarches visibles publiquement ? Parce que je me dis, c'est pas anodin. Et ça fait partie du truc, je pense. Alors là, pour moi, on est dans un des... je crois que c'est un modèle que tu connais et qu'on en a parlé tout à l'heure. On est au cœur de ce qu'on appelle, c'est le triangle de l'inaction, en fait. Pour le dire en 3 secondes, c'est un triangle où il y a trois comment il s'appelle en français ça ? Les 3 pointes. Il y a tout le monde citoyen, il y a le monde des institutions et le monde des entreprises. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de transition, quand on parle de action, on se renvoie la balle. En fait, tout le monde se renvoie la balle. Les citoyens disent que c'est l'État qui doit faire quelque chose, les institutions disent que c'est les entreprises qui doivent changer leur modèle, et les entreprises disent nous on vend ce que les citoyens veulent, donc c'est à eux de changer ce qu'ils veulent acheter. Et l'État, il me donne pas de normes, donc jusqu'à prochaine des normes, ça va. Voilà. Et tout ça, ça se mange la queue. Et donc aujourd'hui, l'argent et le pouvoir, il est où ? En réalité, le plus fort, c'est dans le monde économique. Oui. Et donc, le fait que les initiatives et le changement de paradigme vient du monde économique, ça va se répandre dans les autres, partout dans la société. C'est vraiment une hypothèse forte, mais une hypothèse qu'aujourd'hui, elle est pas mal concrète. Et donc, c'est à partir du monde des entreprises, des organisations, qu'on va aller influencer le monde politique, le monde des institutions. Et donc, ça va faire aussi qu'après, il y a de nouvelles normes. Là, il arrive des normes qui s'appellent CSRD, qui sont beaucoup, beaucoup plus, on va dire, fortes, puissantes par rapport à la RSE qui était là, la responsabilité sociale des entreprises. Les nouvelles normes sont européennes, beaucoup plus contraignantes. Et petit à petit, on va plus amplement vers des modèles qui sont à visée régénérative. Trop intéressant, je vais aller, je pense, lire toutes les feuilles de route, du coup, pour... C'est vraiment, c'est méga inspirant. Donc, voilà, je disais, chaque entreprise, chaque organisation a son histoire, a son écosystème, a ses trucs. Donc, il n'y a pas de solution faite. On est tous différents, c'est comme ça, c'est le vivant. Par contre, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait à droite à gauche, et peut-être des choses qui sont faites dans des univers complètement différents et différents aussi au niveau de taille par rapport à nous, peuvent nous inspirer par rapport à nous donner des envies et tout ça. Donc oui, lisons les feuilles de route. Pour quand même donner aux gens qui nous écoutent quelque chose à faire, en fait j'aimerais, mon plus grand souhait, c'est que toutes les personnes qui écoutent cette conversation fassent un truc pour aller vers un mode de business régénératif. Donc je suis curieux, est-ce que tu as un exercice par exemple ou un travail d'écriture ou que toutes les personnes qui nous écoutent pourraient faire et on sait que ça les aiderait à aller vers un mode d'entreprise régénératif. En tout cas, faire le premier pas, tu vois. Waouh, attends, je prends 3 secondes. Prends le temps de réfléchir, c'est une question pas évidente, mais j'aimerais qu'on contribue ça avec notre conversation. Je vais réfléchir aussi. Ouais. Premier truc, peut-être, c'est cartographier l'écosystème dans lequel on est. Donc, tu veux dire avec quelles autres choses on est en interaction, quelles sont ces les interactions? dépendances, en fait. Ça permet de faire un constat
des dépendances que je peux avoir et les endroits où j'ai de l'impact. Oui, donc il y a des choses de l'écosystème vers moi et des choses qui sortent de moi vers les... Trop intéressant. Voilà. Moi aussi, je vais en contribuer du coup. Comme ça, il y a 2 exercices à faire. Et je pense qu'ils sont en lien parce que moi, celui que j'allais dire et que j'avais fait faire pour commencer à certaines personnes de ma communauté, c'est essayer de cartographier les ressources dont notre entreprise dépend et d'où elles viennent. Un endroit, par exemple, je pense qui nous touche tous et toutes en tant que freelance, solopreneur, c'est l'électricité. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas d'où vient leur électricité. Et du coup, je me dis, commencer à estimer à quel point je consomme de l'électricité et à quel point c'est nécessaire pour mon entreprise et d'où elle vient. Et ensuite, de ça, tirer des constats de est-ce que je peux réduire, remplacer, est-ce que je peux peut-être générer ma propre électricité à un moment. Moi, j'ai trop envie un jour, je me projette de... Une petite éolienne. Ouais, ou utiliser une partie des revenus de mon entreprise pour financer des panneaux solaires sur mon bureau et que du coup, mon bureau puisse avoir sa propre création énergétique, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc je me dis, c'est un bon... 2 exercices complémentaires. Et dans l'exercice dont je parle, on peut mettre dedans aussi tout ce que nous ressources. Il n'y a pas juste au niveau de mon entreprise, mais c'est moi, mon écosystème. Ça peut être aussi ma famille, ça peut être aussi des choses qui me prennent. On peut aussi configurer le stress. D'où ça vient ce stress? Et sur qui on le rejette. Voilà, par exemple. Donc, une cartographie qui est pluridimensionnelle. Trop intéressant. On a un rituel de fin sur ce podcast qui tourne autour des questions. Parce que là, on a fini l'épisode un peu sur la conversation sur le régénératif autour d'un exercice. Mais les conversations, j'aime bien les terminer sur des questions parce que ça ouvre la suite. Et l'épisode commence maintenant, entre guillemets. Et du coup, ce que je fais depuis le début de ce podcast, c'est que chaque personne contribue une question. Et je suis en train de les condenser dans un jeu de cartes pour que toute personne puisse avoir ce jeu de cartes chez soi, tirer des questions et ouvrir des réflexions pour son entreprise ou sa vie d'entrepreneur. Le jeu de cartes n'est pas fini. Mais j'ai tiré une question pour toi. Et du coup, la question, c'est... Il fallait que je donne une question. Ça peux t'en donner une autre. Ça vient après ça. Mais avant, je t'en pose une. Ouais. Et la question, c'est... Qu'est-ce qui te fait peur, Angela? Qu'est-ce qui me fait peur? Aujourd'hui, la chose qui me fait peur, c'est un peu les conversations difficiles qui seront nécessaires et qui sont nécessaires dans le futur. Et c'est intéressant de parler du fait, c'est vraiment la première couche, c'est aller parler avec des personnes avec qui on a déjà une sensibilité. Peut-être vraiment c'est ça en fait, et ça va faire boule de neige. Mais il y a aussi plein d'autres réalités. Et il y a des choses à confronter des fois. C'est la confrontation qui me fait aujourd'hui peur. Personnellement, en fait, le fait de aussi oser porter une voix nouvelle, en fait, et la assumer complètement. Et les conséquences que ça va avoir, en fait. J'ai plutôt confiance sur ce qui ça va se passer, en fait, car c'est un peu l'espérance, elle est présente chez moi. Bien sûr, il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Et je sais qu'on va vers un monde qui est différent du monde qu'on aurait pu imaginer et qu'on a vécu, peut-être. Mais ça me fait moins peur. Mais personnellement, c'est vraiment les confrontations, en fait. La confrontation, en fait. Qui te paraissent nécessaires quand même, j'ai l'impression, du coup. Oui. Sinon, ça te ferait pas peur. Oui. Même au niveau, toi, personnel, pour pouvoir
pour pouvoir grandir dans l'écosystème, en fait. Ouais. Prendre aussi cette... on parlait de éclore complètement. Ouais. J'ai un exemple qui me vient d'une confrontation que j'ai évitée récemment au sujet de l'avion. J'ai des proches qui ont dit qu'ils allaient partir en vacances quelque part pendant quelques semaines en avion. Même pas quelques semaines, genre je pense 10 jours, tu vois. Parce que prendre le train avec... elles ont un enfant de 1 an, ces personnes. Prendre le train pendant 5 heures et quelques avec notre enfant, ça a l'air trop dur. Donc elles prennent l'avion. Et avec les connaissances et le travail de bilan carbone que j'ai fait, où je sais à quel point l'avion est... Et tu vois, ça, c'est des confrontations que j'arrive pas non plus encore à avoir. Ça me fait peur d'en parler, quoi. Et moi, il y a vraiment cette... si tu veux, l'équilibre entre... Des fois, il y a... Je peux être un peu véhémente, tu vois, donc trouver le bon équilibre. Oui, la forme de cette confrontation. Ouais, c'est ça. Quelle question est-ce que tu voudrais contribuer à ce jeu de cartes, du coup ? La question qui... Ouais. Et il y a une question qui est liée aux frontières planétaires, qui est aux frontières, qui est plutôt quand on a dépassé les frontières, des limites, est-ce qu'on ralentit ou on fait, on se retourne. Ok. Et regardez comment on se sent aussi dans... Qu'est-ce que ça nous fait d'être là, en fait. Je me dis, est-ce que c'est, par rapport aux questions que tu as, c'est une question qui peut être adaptée? J'essaie de réfléchir et d'entendre avec toi, parce que souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de me poser la question à moi-même et voir. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a ce constat de l'état où on vit. C'est un peu circonstanciel, en fait. Il y a 9 limites planétaires qui sont établies par la science, je crois, c'est ça ? Oui, il y a 9 limites planétaires. Et il y en a 6 qui ont été dépassées. Et donc, la question que tu poses, c'est face à ce constat où on a 2 choix. Et j'ai l'impression qu'on doit faire les deux. On doit ralentir et faire marche arrière. Comment je me sens personnellement ? Comment je me sens, Trop intéressant. S'il y a des gens qui ont envie de te répondre... À quel endroit est-ce qu'elles peuvent t'écrire ou te retrouver sur Internet pour te répondre ? Sur LinkedIn. Ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Et c'est l'endroit où c'est plus facile pour le moment. Okay. Je suis en train de réactiver des choses, mais pour le moment, LinkedIn, c'est cool. Sinon, si un mail, c'est aussi sympa. Mais LinkedIn, c'est sûr. Ok, super. Merci Angela pour cette conversation. Merci beaucoup Thomas. C'était cool. Et voilà. Merci. In the box.